Une enquête, ça s'arrête jamais. Non, c'était visiblement pas fini. Parce que personne ne nous avait parlé des séquelles invisibles. On avait eu l'effraction, on avait eu le vol, on avait eu des dégradations, ok. Mais personne ne nous avait parlé de la disparition. C'était moi le porté disparu. Il fallait rouvrir l'enquête, mais cette fois-ci, c'était moi qui allais la mener, en solo. Au début, on commence toujours par une reconstitution des faits. Image par image, pixel par pixel. Chapitre 1. J'ai mal. J'ai eu mal. J'ai peur d'avoir mal. J'ai toujours peur d'avoir mal. Et maintenant, je veux plus avoir mal, nulle part. Chapitre 2. Je suis fatigué. Je suis toujours fatigué. Je suis constamment fatigué. Chapitre 3. Je me reconnais plus dans le miroir. Ni même dans ma tête d'ailleurs. J'ai peur. J'ai peur tout le temps, j'ai peur de tout. J'ai peur du nouveau braquage. Je sais plus comment faire. Le moindre bouton d'acné et hop, c'est les urgences. Je rumine tout le temps. Je suis devenu une vraie vache. C'est comme si j'avais des squatteurs dans l'encéphale. Je vois plus personne. Ou en tout cas, je ne vois plus les mêmes personnes. Chapitre 4. Les traitements m'ont décroché les wagons. J'ai la mémoire d'un poisson rouge. J'oublie tout. J'oublie mes mots. J'oublie mes idées. J'oublie même... ce que je vais te dire là. Voilà. De toute façon, ça va revenir. Enfin, en tout cas, tu vas apprendre à attendre. Longtemps. C'est comme ça que ça marche. Je crois que je me suis vraiment perdu. Il faut peut-être que je renonce à quelque chose. À mon rôle dans mon film. Celui qu'on m'avait écrit depuis le départ. Oublier son texte? Oublier son scénario? Oublier ce pourquoi on a travaillé toute sa vie? Tout changer. Recommencer à zéro. Par où commencer? Quel chemin prendre? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Réhabilitation? Transformation? En tout cas, reconstruction. Est-ce qu'il existe une méthode pour se reconstruire? Seul, j'y arriverai pas, c'est sûr. Dans le dossier, j'ai trouvé les témoignages. Les témoignages de tous ceux qui sont passés par là avant moi. Oui, je vous appelle concernant votre témoignage. Quand on vous l'a annoncé, ça vous a fait quoi exactement? Je pense qu'inconsciemment, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait m'arriver d'important et que ça allait être transformateur, en tout cas dans ma vie. Sur le coup, le diagnostic, c'était plutôt un soulagement parce qu'il y avait toute l'inquiétude de savoir qu'il y avait quelque chose mais de ne pas savoir ce que c'était. Et du coup, d'avoir un diagnostic précis, ça fait un peu retomber la pression. Ça me permettait de savoir en fait. Avant, je me sentais que rien pouvait m'arriver. Et là, c'est le contraire. Maintenant, je pense que tout va m'arriver. Pourquoi ça m'arrive à moi? Nous, en tant que jeunes, c'est la faute à pas de chance. J'ai 81 ans. Ce qui est difficile quand on est âgé, c'est qu'on vous dise ça on peut pas faire, on peut pas faire, on peut pas faire vu votre âge. On se sentirait capable de recevoir un traitement, mais bon, c'est pas pour nous. L'impression que de toute façon j'étais au bout du rouleau. Les traitements m'ont beaucoup fatigué. On ressemble à un fantôme, on n'a plus de cheveux, on n'a plus de barbe, on a le teint livide. Donc c'est vrai que l'image de soi en prend un coup et d'autant plus quand après derrière, on se fait dévisager dans la rue, dévisager dans la vie de tous les jours parce que les gens savent de suite ce qu'on a. J'ai jamais pris autant de selfies de moi ou de photos de moi que pendant cette période où j'étais malade. Comme si j'avais besoin d'avoir un regard extérieur sur ma transformation physique. Dis-moi, t'as fait comment pour te retrouver? Comment tu t'y es pris? Il y avait le psychologue du service qui me rendait visite plusieurs fois par semaine et ça me permettait d'extérioriser un petit peu, de verbaliser ce que je ressentais, de comprendre un petit peu ce qui se passait en moi. Enfin, les gens n'en ressentent pas forcément le besoin, mais c'est vrai qu'on a tous à y gagner, à passer par là. Je voulais vraiment fermer la porte à toute cette période chimio, cancer et tout ça et commencer quelque chose de nouveau, c'était vraiment vital. Donc je me suis très vite, peut-être d'ailleurs un peu trop avec le recul, mais bon voilà, lancée dans quelque chose de tout nouveau. Le sport et la famille
C'est les deux choses qui m'ont beaucoup aidé. Et l'assaut. Je suis arrivé dans l'assaut dans une période où je n'étais pas forcément très bien. Et quand tu rencontres des personnes qui comprennent sans que tu aies à dire quelque chose, ça aide beaucoup. Dans une première étape, c'est moi qui ai bénéficié des actions. Dans une deuxième étape, c'est moi qui ai aidé à ces actions. Et puis après, l'avant-dernière étape, c'était de m'investir et de prendre des responsabilités. C'est où j'en suis aujourd'hui. Et l'étape d'après, c'est tourner la page. Bon, là, je me retrouvais qu'un cancer. Je me suis dit, je peux mourir donc du cancer ou je peux survivre, finalement. On verra bien combien de temps je vais vivre. La maladie, elle m'a un peu donné les clés de la vie. Je pense que je suis resté le même, mais en mieux. Image de soi pendant le traitement. Contre les ruminations, méditation. Contre la douleur, hypnose. Contre l'effondrement, psycho-comportemental de groupe. Contre l'isolement, là, c'est association de malades. Et pour tous, alors absolument pour tous, c'est l'activité physique. Allez, je me mets au sport. Se retrouver exactement comme on était avant, je crois que ça, c'est pas possible. Par contre, se trouver ici et maintenant, oui. Ça, je peux le faire, ça me plaît. Et puis continuer à me chercher, ça me plaît encore plus. Allez. Bonjour à tous, vous venez de visionner un mini-reportage fictif qui s'intéresse à l'image des patients qu'ils ont d'eux-mêmes pendant et après la maladie et les traitements. Merci à Philippe, le comédien qui a accepté de se mettre dans la peau d'un patient, et merci aussi à tous les patients qui ont accepté d'apporter leur témoignage à cette vidéo. Cette mise en scène nous permet d'aborder cette thématique avec un regard décalé, comme on aime bien le faire à Brio, Bordeaux Recherche Intégrée en Oncologie. J'aimerais donner maintenant la parole à nos 3 invités de cet épisode Images en mouvement de notre mini-série Images et cancer, une enquête en série. Donc j'accueille aujourd'hui Laura Castel. Bonjour Laura. Bonjour Lise. Donc vous êtes une ex-patiente atteinte d'un cancer du sein, et vous êtes également chargée de mission à l'association Sœurs d'encre, également représentée par Nathalie Caïd. Bonjour Nathalie. Bonjour Lise. Donc vous êtes photographe et également présidente de l'association Sœurs d'encre dont nous parlerons tout à l'heure. À vos côtés, Marion Barraud-Couchouron. Bonjour Marion. Bonjour Lise. Vous êtes psychologue à l'Institut Bergonié, mais également chercheuse en psychologie à l'Université de Bordeaux. Marion, je vais d'abord vous adresser ma première question qui concerne finalement toutes les séquelles qu'on peut avoir après les traitements et le cancer, parce que certaines sont visibles, mais d'autres pas du tout, et restent finalement cachées, mais peuvent quand même impacter la vie sociale, privée et professionnelle. Donc Marion, quelles sont finalement les conséquences qui peuvent être observées et qui affectent non pas l'image, mais les images de soi ? Et comme on le voit bien finalement dans ce film, les principales séquelles qui ne sont pas visibles d'emblée, c'est la fatigue, les préoccupations concernant la rechute possible autour de la maladie, ce qui engendre souvent beaucoup d'anxiété, ce qui est évoqué comme des ruminations, qui, du coup, si elles s'intensifient, peuvent prendre la forme beaucoup plus forte comme de troubles anxieux, voire des dépressions. Également, donc, des troubles cognitifs qui seraient souvent secondaires à la chimiothérapie. Ce qui est aussi assez bien documenté, justement, pour les patients après les traitements, dans la phase de rémission, c'est une difficulté parfois à pouvoir reprendre le travail tel que leur fonction le permettait avant. Donc il n'y a pas toujours aussi des adaptations de poste qui sont possibles, ce qui va engendrer aussi une perte de rôle d'un point de vue social. Et ça, c'est une séquelle aussi qu'on appréhende difficilement. La phase de transition pour finalement réinvestir le travail, la sphère sociale, la sphère familiale va aussi être impactée pendant les traitements. Et donc, du coup, comment les ajustements vont se faire avec le conjoint, avec les enfants, en fonction de l'âge auquel on est touché par la maladie. Ça, c'est pas toujours des séquelles, mais en tout cas, ça va
nécessiter une mise au travail psychique, relationnelle qui se fait de façon continue finalement. Mais de façon très nette, les séquelles qui sont sous-évaluées et sous-prises en charge, c'est vraiment principalement la fatigue et la question des troubles émotionnels. Ça, c'est sous-évalué. Il y a eu des études qui montrent justement que c'est sous-évalué, sous-prise en charge. Comment ça se mesure justement ça ? Alors, il y a de nombreuses études qui sont menées depuis près d'une trentaine d'années sur les répercussions psychiques, notamment les impacts psychiques de la maladie. Il y a beaucoup d'échelles qui ont été construites aussi pour pouvoir évaluer ces impacts. Il y a des rapports, des recommandations de bonnes pratiques internationaux qui sont produits. Donc on sait ce qu'il en est en termes de prévalence, évidemment, il faut ajuster les chiffres évoluent en fonction de l'âge, en fonction de la gravité de la maladie. Et tout ça est pas quelque chose d'absolu. Mais on a quand même des données solides sur ces questions. Et ce qui est vraiment aussi clairement montré, c'est que la phase moi j'aime pas le mot après-cancer, mais disons la phase après les traitements est un moment de réorganisation et il faut trouver du coup des ressources. Et si finalement les professionnels de santé posent très peu de questions autour de la douleur, autour de la fatigue, autour des troubles émotionnels, on sait que spontanément beaucoup de personnes n'en parleront pas. D'accord. Du coup, c'est ce qui conduit à la sous-évaluation. Et pourquoi cette notion de après-cancer, finalement, vous ne l'appréciez pas trop Parce qu'on ne sait jamais si c'est vraiment l'après-cancer. Est-ce que c'est vraiment terminé ? C'est bien d'ailleurs pour ça que les personnes sont préoccupées. Est-ce que ça ne va pas recommencer ? Du coup, il y a quelque chose d'assez définitif dans l'idée que c'est l'après-cancer. C'est l'après, premier temps des traitements. C'est vrai. Premier ou deuxième peut-être, mais en tout cas, je dirais que c'est qu'est-ce qu'on invente pour la suite. C'est ça. Et justement, qu'est-ce qu'on invente pour la suite ? Souvent, on emploie le terme reconstruction. Qu'est-ce que ce terme sous-entend ? Et d'ailleurs, est-ce qu'il est bien nommé ? Est-ce qu'on peut parler d'une vraie reconstruction ? Marion, est-ce que... On parle souvent de reconstruction sur le plan chirurgical, ce qui implique l'idée quand même d'une destruction antérieure pour avoir à reconstruire. Je ne suis pas sûre qu'on soit totalement détruit d'un point de vue de l'intégralité de son identité. Donc je ne suis pas sûre que ce soit le terme le plus approprié. Pour autant, il y a l'idée d'une transformation. Dans la transformation, il y a l'idée aussi que le retour à l'état antérieur d'avant la maladie n'est pas possible. C'est aussi ça, souvent, qui peut être difficile dans l'intégration de « qu'est-ce que je fais maintenant ?» Il y a des choses qui seront nécessairement modifiées au plan des valeurs, au plan de ce qui paraît essentiel sur ce qu'on a envie de faire, finalement, de ce qui se présente pour soi, la façon dont aussi les liens qu'on a se sont plus ou moins ou détendus ou rapprochés. Donc, il y a l'idée d'une transformation, c'est certain. Mais on n'a pas tous, évidemment, les mêmes facteurs de protection pour pouvoir engager cette question de la transformation. Tout à fait, oui. Je pense qu'on l'a bien vu dans le reportage. Et puis, j'aimerais poser donc la question à Nathalie, qui est présidente de l'association Sœurs d'encre. Quelles sont les missions de l'association et en quoi, justement, elles aident les personnes à se transformer ou à reprendre confiance en elles ? Bien, en fait, l'association Sœurs d'encre, c'est une association qui est spécialisée dans le tatouage sur cicatrice, mais plus spécifiquement, effectivement, post-cancer du sein. C'est vrai que le tatouage, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Alors moi, j'aime pas non plus, comme Marion, le mot reconstruction, mais malheureusement, comme on le prend par rapport à la chirurgie, on parle aussi de reconstruction. Alors nous, c'est spécialisé au niveau des femmes. C'est les femmes touchées par le cancer. Et donc, en discutant avec elles, on a souvent cette perte de féminité. On parlait de la famille, on parle de l'intimité, on parle du mari, du conjoint, etc. Forcément, dès qu'il y a une dégradation du corps. Et moi, j'ai beaucoup parlé de mutilation, puisque moi j'étais un peu extérieure à tout ça, et en 2010 j'ai commencé à travailler avec les femmes et la poitrine des femmes pour l'Institut Bergonié sur une expo d'ailleurs. Je peux dire que j'ai été choquée quand j'ai vu ces femmes, parce que moi j'aime bien le dire quand même, c'est que moi je pensais comme beaucoup encore, bon effectivement on nous enlève un sein, 2 seins pour nous sauver la vie, mais en fait on ne parle pas après de cette reconstruction, et moi je pensais comme n'importe qui, on nous mettait des prothèses et voilà, on était des bimbos et puis ça repartait quoi, super.
Non, c'est pas du tout ce que j'ai vu. Et j'ai été extrêmement choquée la première fois que j'ai vu un sein à façon patchwork, plus de tétons, des seins qui ressemblent. Bon, je vais pas parler que de ça, mais c'était vraiment un choc et ça c'est hyper important. Et c'est pour ça que moi j'ai créé cette association. Parce que le corps, l'image, moi j'ai travaillé beaucoup dans le mannequinat et forcément le rapport au corps et l'image corporelle est très important. Le tatouage, donc ça vient effectivement souvent, alors c'est pas moi qui le dis, j'aime bien prendre le mot des femmes, pour certaines c'est un point final à la maladie, entre guillemets bien évidemment, mais pour elles c'est la phase où on comprend que dans le miroir, quand on a subi une ablation ou même une tumorectomie partiellement du sein, le sein n'est plus pareil et c'est cette image qui est renvoyée en permanence, l'image de la maladie, de l'opération et tout le chemin qu'on parcourt ces femmes. Et même certaines me disaient en sortant de la douche, c'est une zone qu'on évite, on ne veut pas regarder, etc. Bon. Donc forcément, le tatouage, on vient apporter quelque chose. On arrive en général entre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Hein, des chemins sont quelquefois longs, ou quelquefois trop rapides, puisque Laurent en parlera. Il y a des femmes pas opérées qui veulent tout de suite venir avec nous. Et la particularité de cette association, en fait, moi très vite, alors bon, effectivement, je suis très tatouée, mais je ne suis pas quelqu'un de pro-tatouage, en fait. Ce qui m'a intéressée dans le tatouage, c'est d'apporter... Alors, j'aime pas le mot reconstruction. Moi, avec les femmes, elles m'ont parlé de réinventer sa féminité. Et j'ai trouvé ça très beau, parce que c'est pareil, on dit perte de féminité, perte de féminité. Et les femmes m'ont dit, mais moi, Nat, j'ai pas perdu ma féminité. Je ne suis plus la même, etc. Moi, je préfère réinventer sa féminité, et j'ai trouvé ça très, très chouette. Donc, je l'emploie quand même beaucoup maintenant. Et en fait, ce qui est hyper important aussi, c'est que dans cette association, tout de suite... je me suis dit que les femmes ne pouvaient pas aller dans des salons de tatouage. C'est très particulier. On est dans des univers où les gens sont quand même un peu particuliers, très tatoués, avec des looks pas possibles, etc. Ça peut freiner des femmes qui sont déjà mal en fait dans leur corps. Et franchir le salon d'un tatoueur, c'est pas évident. Expliquer son histoire, c'est encore pas évident. Et pour à la fin montrer ce que l'on a et que la personne fasse waouh, donc parce que ça peut être choquant. Hein. Moi, je vois moi il y a 6 ans, ça m'a choqué. Et donc forcément, c'est un chemin qui était très compliqué. Et moi, quand j'ai commencé à écouter ces femmes-là, parce que bon, j'ai travaillé sur un livre, donc j'ai interviewé et photographié 195 femmes. Et en fait, j'ai rencontré plusieurs femmes, mais dont une femme qui m'a marquée, qui avait une mastectomie, qui s'est fait faire un tatouage intégral. J'ai trouvé ça superbe, et surtout ces mots. Et pour elle, elle m'a dit, mais pourquoi on veut forcément nous imposer de nous reconstruire, entre guillemets, de remettre un sein, enfin bon, avec plein de... On ne va pas parler des techniques, mais... Moi, je ne voulais pas tout ça. Moi, on m'a sauvé la vie, on m'a enlevé le sein. Moi, je voulais quelque chose d'esthétique, déjà par rapport à mon mari, par rapport à moi, enfin mon intimité. Et j'ai trouvé ça vraiment très fort. Et je me suis dit, waouh, le tatouage, on peut vraiment faire quelque chose. Et donc après, il fallait trouver comment. Parce que moi, je ne suis pas dans le milieu du tatouage. Et il se trouve que par le livre, j'ai donc une vingtaine de tatoueuses que j'ai interviewées, des jeunes tatoueuses. Femmes, hein, c'est vraiment, on reste sur les femmes. Et donc, très vite, je leur ai dit, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de... Vous ne pourriez pas apporter votre art, en fait, donc avec des femmes qui ont ces cicatrices et qui peuvent les cacher, etc. Et elles m'ont dit, oui, pourquoi pas, mais bon, il faut quand même y réfléchir, c'est quand même pas pareil, etc. Et donc, on a commencé à réfléchir. Moi, je suis allée voir la Maison Rose à Bordeaux, donc ce sont des amis. J'avais travaillé en tant que photographe sur le premier Rose Magazine. Et l'Institut Bergonié aussi, et on a discuté, et je leur ai dit, on devrait le faire à la Maison Rose. C'est très cosy, les femmes sont habituées, elles sont dans leur univers. On n'est pas dans un univers un peu choquant qui peut les rendre aussi mal à l'aise. Et donc elles m'ont dit, ok, on va voir, mais on n'est pas sûr que les femmes veulent se faire tatouer. Mais nous, on ne voulait rien imposer. Et ce qu'on a fait, c'est elles ont passé une annonce sur les réseaux, et il y avait 35 femmes à la première réunion qui sont venues se renseigner. Et il y avait d'ailleurs, on avait une radiologue, je me souviens plus de son problème, de l'Institut Bergonié, il y avait Gérald Carmona, et puis il y avait une tatoueuse et moi. À l'époque, ça se faisait peut-être dans une autre ville, ce genre de tatouage sur Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, quand moi je me suis intéressée au tatouage, en fait, j'ai cherché en France ce qu'il y avait comme association, j'en ai pas trouvé. Et ça se faisait beaucoup aux États-Unis, par contre. Donc je me suis un peu inspirée de ça. Et en même temps, il me fallait que j'ai le milieu médical avec nous, parce qu'on ne pouvait pas tatouer des femmes. Enfin, c'était très particulier, parce qu'on sait tous les traitements, on sait la radiothérapie, tout ce que ça provoque aussi au niveau de la peau. On ne peut pas tatouer de façon classique.
Et donc on l'a fait avec la Maison Rose, avec l'Institut Bergonié, et très vite dans la boucle on a mis un oncologue qui est président de l'AFSOS, Yvan Krakowski, qui est la première année quand il a écouté les témoignages des femmes, Laura était dans la première année d'ailleurs, s'est fait tatouer, on a fait une reconstitution, une petite conférence à l'Institut Bergonié, et quand ils ont entendu les témoignages des femmes surtout et des tatoueuses, il s'est dit, ok, lui en plus spécialisé des soins oncologiques de support, donc le soin de support c'est vraiment quelque chose qui se développe, et nous, notre association est considérée comme l'AFSOS, on est référencé comme soin de support, donc on était déjà super contents, mais surtout on s'appuie sur le médical, c'est-à-dire que dès qu'on a un doute, on s'appuie, on demande donc l'avis des professionnels, on a aussi la chirurgienne Françoise Sauffret, qui est avec nous. Et on est allé plus loin, c'est que depuis maintenant, depuis la 2e année, on fait une information médicale et technique de toutes nos tatoueuses. C'est-à-dire que les tatoueuses savent toutes les opérations que peuvent avoir une femme, et on travaille aussi sur la psychologie. Parce que forcément, les tatoueuses, c'est pas des psychologues, mais elles connaissent les histoires, elles connaissent, c'est vraiment hyper important. Oui, puis je pense que les femmes se confient pendant... parce qu'un tatouage, ça dure un peu de temps quand même, donc je pense qu'elles se confient beaucoup. Elles se confient, et en plus, on a plein de tatoueuses maintenant qui travaillent avec des méthodes justement de sophro, qui travaillent avec tout un tas de choses autour par rapport à la douleur, parce que nous, l'idée, c'est pas d'infliger. Bon, le tatouage, ça fait un peu mal quand même. Des fois très mal, ça dépend des tissus. Du coup, ça, c'était hyper important. Et en même temps, moi, sachant le prix des tatouages, si on veut des beaux tatouages, avec des bons tatoueurs, tatoueuses, nous, ça a un coût. Et donc les femmes étant très précarisées après la maladie, il fallait qu'on arrive à offrir ces tatouages. Donc la condition sine qua non pour entrer dans l'association, outre la formation évidemment des tatoueuses aguerries, c'est qu'elles offrent chaque année, pendant Octobre Rose, c'est Rose Tattoo, c'est l'événement Rose Tattoo, elles offrent un tatouage, des fois plus, enfin bon, on arrive à tatouer, on va dire maintenant, 70 femmes on avait là, 70 femmes sur octobre. Dans toute la France, on a des tatoueuses, et puis voilà, on essaime un petit peu. Et on a aussi des chirurgiens et des radiologues qui ont décidé de faire Rose Tattoo et qui forment leurs tatoueuses avec nous. Enfin voilà, donc je vais faire court. Là, je m'emballe et Laura me regarde, elle est partie. Et donc, Laura, vous, en tant qu'ancienne patiente, vous avez décidé de vous faire tatouer. Pourquoi ce choix? Quelle raison? Mais en fait, moi, je me suis fait tatouer. Donc, moi, j'ai eu un cancer très jeune, j'avais 26 ans. À 30 ans, on a décidé de m'enlever mes 2 seins. J'avais trop de chances de récidive. Et donc, on m'a enlevé un mamelon. Donc, j'avais plus qu'un mamelon. 2 ballons en plastique, on va dire, puisque j'avais des prothèses. Et c'est vrai que 15 jours après la dernière intervention, je suis tombée enceinte. Donc, je me suis un peu approprié mon corps, mais sur une autre forme de devenir mère. Et je me suis arrêtée un peu de me focaliser sur mes seins. Mais quand ma fille est née, la focalisation est revenue. Et déjà, j'avais un soutien-gorge de contention jour et nuit, je ne le quittais plus. Et c'est vrai que quand elle est née, après, je me suis dit, là, vraiment, il faut faire quelque chose. Et par hasard, j'ai vu le post de Nathalie qui avait été partagé par ma collègue sur Facebook en disant, voilà, on a une réunion, mais bon, ça faisait déjà un moment, je crois que je t'ai contactée 15 jours avant l'édition Rose Tattoo. Et du coup, j'avais envie de me faire tatouer. J'y avais déjà pensé, parce que j'ai des tatouages mais que j'avais fait à 18 ans voilà, sur magazine. Et le problème, voilà, c'est aller dans un shop, pousser la porte. Et c'est vrai que tu te dis, tu vas tomber sur des hommes, ils vont te regarder, il va falloir que tu montres. Et c'est vrai que c'est beaucoup de pudeur aussi, parce qu'on n'a pas envie... moi, mon conjoint, même lui, il n'avait pas le droit de regarder. Donc, c'était vraiment devenu un peu phobique. Voilà, tu sors, tu t'habilles vite, tu ne regardes plus, en fait. Et puis, le coût, parce que du coup, pension d'invalidité de 500 €, un tatouage, ça coûte cher. Donc, c'est vrai, je me suis dit, écoute, j'ai réfléchi un moment. Et puis, j'ai dit, pourquoi pas, je lui envoie un message à Nathalie, puis on verra si elle m'appelle ou pas. Donc, je lui ai relaté un peu mon histoire, parce que j'avais aussi perdu ma mère d'un cancer. Et puis, elle m'a appelé, je crois, 5 minutes après. Elle m'a dit, écoute, franchement, ton histoire m'a touchée. Voilà, si tu veux, il y a une place, il y a une tatoueuse qui vient aussi de se greffer à l'assaut. Contacte-la, et je l'ai vue 2 jours après. Et du coup, j'ai été rencontrer ma tatoueuse qui est Mélusine. Je lui ai raconté mon histoire, parce que je trouve que c'est important aussi... on se sent un peu aussi obligé de la raconter pour qu'elle comprenne en fait le parcours qu'on a eu et les blessures qu'on a. Je veux dire, c'est pas qu'une cicatrice, il y a beaucoup de blessures derrière aussi. Et du coup, elle m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu veux? Donc moi, j'avais pas trop d'idées. Donc c'est vrai que les tatoueuses, elles sont aussi là pour nous diriger, pour diriger les futures femmes qui vont se faire tatouer.
En grande partie, les femmes qui viennent faire des dossiers ne sont pas tatouées, n'ont pas de tatouage. Donc elles n'ont aucune idée de ce qu'elles peuvent faire. Bon, voilà, elles ont vu les photos sur notre site internet. Et c'est vrai qu'on fait vraiment confiance à la tatoueuse parce que voilà, c'est son métier et elle sait, comme un chirurgien, il sait ce qu'il doit faire. La tatoueuse, c'est pareil. Et c'est vrai qu'elle a commencé à me faire des marques au stabilo, au feutre et tout. Avec les feutres, je suis rentrée chez moi, je me suis pas lavée pendant 3 jours. J'ai dit non, mais je suis arrivée, là j'ai tout ouvert, j'ai dit regardez ce qu'elle va me faire et tout. Et c'est vrai que c'était rien que le feutre, déjà, ça avait vraiment un impact différent sur le regard que j'avais de moi. Vous aviez déjà plus envie de voir ce corps qui avait été... Il avait limite déjà un peu changé, mon regard avait déjà commencé à changer en me disant oui, en fait j'ai des seins, j'ai une poitrine, tu vois, c'est pas... Voilà. Je crois que c'est une semaine après, à peu près, donc je suis partie me faire tatouer donc à la Maison Rose. Et je suis arrivée, j'étais couverte jusque-là. Et je suis revenue le lendemain, justement pour témoigner, je crois que c'était le JT, et pour Valérie Anne dans son film personnel. Et je suis arrivée avec une robe de nu, on voyait tous mes seins, on voyait tout mon tatouage. Voilà, j'étais là, je montrais mon sein à tout le monde. Enfin, je veux dire, j'avais plus aucune gêne, quoi. Et je me dis, putain, mais c'est pas possible qu'un tatouage m'apporte un truc pareil, quoi. Je veux dire, c'est qu'un tatouage, quoi. Mais c'est tellement fort, le changement et le déclic qu'on peut avoir dans notre tête face à ça, que c'est vrai qu'après, maintenant, quand tu te regardes dans la glace, en fait, tu vois plus ta maladie. Elle a été là, elle a été présente, le cancer a été présent, mais t'as pas du tout la même vision, en fait, de ce qui t'est arrivé, parce que c'est une cicatrice qui est passée, c'est ton parcours de vie, mais ton tatouage, il est symbolique, en fait. Et c'est ça vraiment qui est important. C'est pour ça que je dis que moi, mes tatouages, maintenant, ils ont une symbolique. C'est plus des choses que j'ai achetées sur Magazine. Ouais. Oui, puis vous les avez choisis, et puis ça... Voilà, je les ai choisis, et puis maintenant, c'est vrai que ils font partie de moi, ils sont ancrés en moi, et la maladie, voilà, elle est complètement derrière, je veux dire. C'est faire quelque chose de beau après tout ça, quoi. Et est-ce que vous acceptez de tatouer toutes les patientes qui vous réclament un tatouage, ou il y a des contre-indications? Alors, déjà, on demande un certificat médical de moins de 3 mois. Il faut quand même voir s'il n'y a pas des petits nodules, on ne sait jamais. Il faut que le médecin quand même examine la patiente. Après, quand on a des doutes vraiment sur un dossier, ou que c'est pas très joli, ou que la radiothérapie a vraiment abîmé les tissus, là, on envoie un message à Françoise Souffré, qui est chirurgienne, et à Ivan Krakowski, qui travaille à Bergonier, qui est oncologue. Et du coup, c'est eux qui vont nous donner l'accord ou pas l'accord. S'il faut avoir une visite en présentiel, on va demander à la dame de se déplacer vraiment pour que la chirurgienne puisse voir. Voilà, c'est hyper important de ne pas tatouer sur une peau qui a un problème. C'est vraiment pas notre but. Après, ce qui est important aussi, nous, en évoluant, parce que ça fait la 6e année, et avec Françoise et Yvan, on s'est dit qu'il y avait certaines formes que pouvait donner la radiothérapie. Alors moi, je me souviens jamais, c'est tous les petits vaisseaux rouges qu'on a après cette radiothérapie. On a décidé que sur ces vaisseaux-là, on ne tatouerait pas. Et aussi avec notre tatoueuse, parce qu'on a une tatoueuse référente qui tatoue aussi les brûlures, etc. Parce que l'angle peut fuser, parce qu'on peut en créer plus. Enfin bon, il y a tout un... Donc ça, maintenant, les tatoueuses, elles le savent parce qu'on l'incorpore dans tout ce que l'on présente et la formation qu'on fait à nos tatoueuses, avec Françoise Souffret, et qui répond, voilà, un bras sur lequel on enlève même un nodule, on ne va pas tatouer. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est hyper important. Tout ce qui a eu curage axillaire, pareil. Le bras, le lymphome, on ne va pas tatouer ce bras. Donc tout ça, c'est des petites choses que... Voilà, et puis après, des traitements, l'immunothérapie, tout ça, on a fait un gros protocole. Voilà. Marion, comment vous expliquez le fait que finalement, il suffit d'un tatouage, comme disait Laura, pour que tout d'un coup, la vision qu'on a sur nous-mêmes change? Comment ça s'explique, ce processus psychologique, ce déclic? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer d'un point de vue pragmatique? Alors moi, je ne suis pas spécialisée de cette approche-là, donc je fais une réponse qui est sûrement assez théorique, mais j'entends pas qu'il s'agirait d'un déclic, parce que c'est tout un parcours qui finalement amène la personne à penser que c'est la façon pour elle de transformer quelque chose qui pose problème. Finalement, il y a tout ce jeu de cacher, montrer la cicatrice, elle est la cicatrice, mais elle devient magnifiée par, finalement, c'est ce que je comprends, par un travail artistique. Et j'ai l'impression que c'est vraiment tout ce parcours, cette progression qui amène au tatouage, à cette rencontre aussi. Il y a quelque chose de vraiment touchant dans ce que vous évoquez. Il y a l'idée d'un partage, d'une communauté de femmes, d'une transmission aussi, d'un savoir entre tatoueuses.
Et puis Même, finalement entre anciennes femmes tatouées, j'allais dire, c'est ça. comme moi qui suis présente sur les roses tattoo, donc être là pour les rassurer aussi, parce que souvent on m'appelle, voilà, ça fait mal, est-ce que si, est-ce que là, donc moi je suis là pour les rassurer. Il y en a beaucoup qui doutent aussi, en fonction de leur âge. Voilà, Laura, est-ce qu'à 60 ans on peut se faire tatouer? Mon fils n'est pas d'accord. Enfin, je veux dire, et c'est vrai que moi aussi, ma mission aussi, voilà, c'est de pouvoir les rassurer, d'être là. Et c'est vraiment ce petit cocon avec Nathalie qu'on veut garder quand on fait nos roses tattoo. C'est important que même les tatoueuses voilà, soient toutes ensemble, qu'il y ait ce lien en fait entre nous, qui est indescriptible. Il n'y a que nous en fait qui peuvent voilà, savoir ce que c'est. Puis visiblement, il y a aussi l'idée que n'importe qui, enfin n'importe quelle femme peut se dire tiens, finalement c'est quelque chose auquel je n'ai pas pensé et qui d'un coup s'impose à soi. Mais c'est comme une forme moi, on sort du cadre de ce qui est attendu. J'ai été tatouée en 2016, donc ma tante a eu un cancer également. Elle a eu une double mastectomie avec une reconstruction pas très jolie. Et quand elle m'a vue un an après avec mes tatouages, elle me dit « mais j'y avais pas pensé Laura, mais elle n'est pas du tout dans le tatouage, mais vraiment pas ». Elle me dit c'est joli, on voit rien, et on l'a tatouée en 2017 pour Rose Tattoo. En fait, c'est vrai que on travaille beaucoup, nous, avec des femmes qui n'ont jamais eu de tatouage, qui n'y auraient absolument pas pensé, que vous avez dit tout à l'heure. Et en fait, ce qui est hyper important pour nous, c'est de bien quand même travailler avec elles en amont. Parce qu'une fois qu'on est tatoué, il faut s'imaginer un corps, j'allais dire vierge, voilà, sans rien. Et tout d'un coup, vous avez un tatouage. Il faut s'y préparer, ça se fait pas comme ça, c'est pas voilà, c'est vraiment une préparation. Donc nous on insiste beaucoup quand on intervient pour en parler, mais à la fois aussi, il faut savoir que nous on tatoue aussi des femmes qui ont eu beaucoup de problèmes voilà, de cicatrisation, de nécrose, tout un tas de choses. Donc leur corps, il n'y a plus grand chose à faire, je dirais entre guillemets, hein. Et donc le tatouage est vraiment un peu, ça arrive pour ouais, ça les sauve. C'est pas un 20 mots en fait, c'est vraiment après, il y a des femmes aussi qui peuvent plus se faire reconstruire parce qu'elles ont eu trop d'échecs sur des prothèses sur ci, sur là, et du coup, elles voient le site internet, elles voient que y a des femmes finalement qui n'ont plus de seins mais qui se font tatouer, et c'est là qu'elles se disent mais pourquoi moi je peux pas le faire quoi. Moi aussi je lis les droits. Et c'est vrai que tu te dis oui, on n'est pas obligé de se faire remettre des seins. Et maintenant c'est vrai que moi je trouve que plus en plus il y a des femmes qui ne veulent pas se faire reconstruire. Parce que voilà, aussi le parcours de la reconstruction, c'est le parcours du combattant, on va dire. Hein, quand tu as eu tous les traitements et en plus on repart sur des chirurgies, des fois voilà, de 4, 5, 6 opérations, il y en a beaucoup qui n'ont plus envie en fait. Donc c'est vrai que souvent on m'appelle, elle me dit non mais là voilà, j'ai fini, mais j'ai pas envie de repartir, me faire découper voilà, le dos, le ventre, c'est trop lourd en fait, et je préfère avoir un tatouage. Ouais. Donc finalement, on comprend qu'il y a pas mal de pistes à explorer. Il n'y a pas qu'une seule bonne méthode, chacun sa méthode. Et en dernière question, j'aimerais quand même savoir, dans le domaine de la recherche, finalement, à quoi est-ce que la recherche s'intéresse dans le processus de reconstruction? Marion, à quoi s'intéresse la recherche aujourd'hui? Alors là non plus, je n'ai pas une vision complètement exhaustive parce que la recherche autour des soins oncologiques de support, c'est quand même un champ qui est large, qui est très hétérogène et très dynamique. Donc du coup, il y a pléthore de publications scientifiques quand même sur ces questions. Avant qu'on se rencontre et que pour en discuter, par un peu curiosité, j'ai été regarder sur différents moteurs de recherche bibliographique scientifique pour voir combien de publications je trouvais juste en tapant cancer du sein et images du corps. Et ce qui sortait, c'était 2000 publications sur les 10 dernières années. Bon, ce qui n'est pas forcément énorme par rapport à d'autres domaines, mais n'empêche que ça montre qu'il y a un dynamisme autour de ces questions. Un des points quand même qui est souvent essentiel dans la recherche, c'est qu'est-ce qui apporterait un mieux-être finalement pour les personnes. Donc qu'est-ce qui est efficace ou qu'est-ce qui est expérimenté dans les différentes approches. Alors ça peut être psycho-oncologique, mais il n'y a pas que ça évidemment. Ce qui est clairement évalué, c'est le lien entre l'impact sur l'image du corps, l'estime de soi, et du coup cette question du rapport à sa propre intimité. Et il y a maintenant beaucoup de pratiques autour. Alors, dans le petit film, il parlait de la méditation pour lutter contre les ruminations. Je vais la garder cette formulation. Il y a beaucoup d'interventions, effectivement, qu'on appelle des approches intégratives corps-esprit, qui recommandent des
ces pratiques autour de la pleine conscience et qui font aussi du coup l'objet de beaucoup d'évaluations. C'est ce qui fait aussi que du coup ça donne de la solidité à ce qu'on peut proposer parce qu'on a des éléments de preuve. Alors, on peut discuter sur ce que c'est la preuve quand on évalue du comportement, des émotions. Il y a beaucoup de débats méthodologiques. Pour autant, on a maintenant assez de recul sur ces questions. Et du coup, toutes les approches qui finalement visent à développer l'autocompassion montrent qu'il y a quelque chose qui permet de renouer une forme de dialogue adouci avec soi-même et plus une forme de jugement aussi sur le corps abîmé ou les séquelles peut-être cognitives ou la capacité à tenir toute sa journée sans être fatigué. J'écoutais ce que vous disiez sur cette question du tatouage et du coup que des femmes qui n'ont pas du tout un trajet autour de ça s'intéressent à ça. Il y a aussi la pression sociale exercée sur le corps des femmes, sur le contrôle de l'image des femmes. Ça, c'est un problème. Et du coup, à quel point il y a une idée qu'il faudrait se conformer à un modèle. Donc, du coup, l'idée que non, c'est pas obligatoire de faire une reconstruction quand on entend aussi par moments, évidemment, tous les parcours difficiles autour de ça, ça donne de la liberté dans les options qui s'offrent à soi. Donc, je pense que je reboucle sur la question de la recherche, mais là aussi, il y a du coup, il y a plusieurs options et plusieurs façons d'aller mieux. Et du coup, c'est ces différentes approches qui font l'objet d'évaluation. Tout ce qui est activité physique adaptée, il y a de nombreux protocoles qui montrent l'intérêt, pas tant sur la prévention de la récidive, mais aussi sur l'amélioration de l'humeur. Donc, on sait qu'on n'est pas que d'un côté notre esprit et d'un autre côté notre corps. Donc, toutes les approches qui vont permettre de travailler sur les sensations corporelles vont avoir une incidence sur les cognitions et sur les émotions. Du coup, en tout cas, ce qui est vraiment un des champs actifs dans le domaine de la santé, c'est s'attacher à décrire les conséquences, ça continue à faire l'objet de publications, et s'attacher à développer des interventions ou à évaluer ce qui se fait déjà. Au même titre qu'on évalue l'efficacité des traitements médicamenteux, il y a évaluer de façon solide et rigoureuse les interventions non médicamenteuses. Parce que le risque aussi, ce qu'on entend, c'est « je pourrais faire du tricot ou de la méditation ou du reiki ou des pierres chaudes ou enfin j'en passe parce que bon. Mais non, en fait, tout ne se vaut pas. Tout ne se vaut pas et tout n'est pas sans risque. Donc il y a vraiment aussi à promouvoir des évaluations rigoureuses dans ce domaine pour pouvoir aussi proposer des choses qui s'adaptent à chaque personne. Parce que tout le monde n'a pas besoin de faire de la méditation ou de l'hypnose. Il n'y a pas une seule option. Tout à fait. Merci beaucoup à toutes les trois pour cet échange qu'on aurait pu encore continuer pendant un certain temps, tellement il est vaste. C'est sur cet épisode que nous concluons notre mini-série Images et cancer, une enquête en série. Je vous invite à aller visionner les autres épisodes et merci beaucoup.